Bonjour chers élèves de terminale, je vous retrouve pour cette partie qui sera consacrée au dernier chapitre que je verrai avec vous ensemble, qui me permettra de terminer le programme d'histoire. Bon, je vais pas vous mentir, hein, c'est vrai que bon, il y aurait eu beaucoup de retard et c'est pas du confinement. En fait, j'essaie juste de terminer comme ça avec vous correctement au moins le programme d'histoire pour que vous ayez quand même des choses de qualité qui vous serviront peut-être un petit peu plus tard. Donc en fait, ce dernier thème, donc ce sera donc le thème 5, ça va être consacré effectivement au monde actuel, avec l'idée de nouvel ordre et de désordre mondial, de 1991 à aujourd'hui. Alors effectivement, je vais faire un petit peu l'inverse du cours précédent, c'est que je vais me garder finalement la partie monde pour le présentiel, et je vais faire la partie Europe et France, dans le cadre de deux vidéos rapides en distanciel. Donc comme d'habitude, l'introduction, je la ferai un petit peu avec vous, donc pour ceux qui veulent tenir leurs notes, vous laisserez un petit peu de place. Et je vais juste me contenter effectivement de faire ce premier chapitre qui sera consacré effectivement à la France et l'Europe. J'ai choisi de les rassembler vu qu'à la base c'est deux chapitres différents dans votre programme, mais bon voilà un peu plus vite et aussi parce que pour moi c'était un peu les mêmes problèmes, j'ai décidé de les traiter ensemble. Donc il y aura en fait une grande vidéo sur l'Europe, celle-là, celle-ci, et une deuxième longue vidéo sur la France. Et en fait on va tourner un peu autour des mêmes problèmes puisque la France quelque part n'est pas finalement une île et les problèmes qu'on retrouve un petit peu en Europe, on les retrouve en France. Alors j'ai commencé effectivement par présenter chapitre 1 la France et l'Europe entre union et désunion. Union parce que finalement peut-être que vous les avez dans vos poches en ce moment même. L'euro est un bon symbole de l'avancement de la construction européenne. C'est quand même une monnaie unique pour plus d'une dizaine de pays finalement à travers l'Europe. Vous serez peut-être amené vous aussi à faire des études peut-être dans d'autres pays d'Europe finalement en tant qu'étudiant, en espérant que là effectivement vous n'ayez pas de problème. Mais bon, normalement la crise sanitaire devrait être derrière nous quand vous arriverez à ce niveau-là. Et donc effectivement, on vit dans une France qui est très européenne. Par contre, effectivement, ça me permet de rebondir là-dessus. Le 1er janvier 2021, et c'est l'objectif du dessin de presse que vous avez là, on a vu donc le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne à la suite du référendum de 2016. Pour la petite caricature, en fait, ce que vous avez, c'est l'ancienne première ministre britannique, Theresa May, qui fait le grand écart entre les demandes de l'Union européenne pour laisser partir le Royaume-Uni et de l'autre côté Boris Johnson, l'actuel Premier ministre, mais qui à l'époque ne l'était pas encore, qui tire la chaise justement du côté anglais pour accepter aucune finalement demande. Donc effectivement, la victoire de ce qu'on appelle le camp du Leave, donc quitté, ça montre un désamour certain d'une partie de la population pour l'idéal européen et qui n'est pas propre au Royaume-Uni, hein, c'est vrai aussi pour tous les pays de l'Union européenne. Là, par contre, ce qui est clair, c'est que la difficulté à mettre en application ce départ, ça montre à quel point la construction européenne elle imbrique les États entre eux. En fait, c'est extrêmement difficile de partir. Et aussi autre chose, le Brexit, et là pour le coup je vais faire un petit parallèle avec la France, ça a montré assez clairement un divorce entre un Royaume-Uni, des métropoles et des régions en croissance. Donc métropole ça veut dire notamment Londres, les régions en croissance donc c'est notamment l'Écosse, l'Irlande du Nord qui étaient autrefois des régions pauvres et qui sont un petit peu enrichies ces dernières années. Ces pays-là, ces régions-là, ils ont voté clairement pour le Remain finalement, pour rester dans l'Union européenne. Et par contre, l'Angleterre qui a voté non, c'est effectivement l'Angleterre des périphéries et des régions en difficulté. Donc le Pays de Galles, le vieux pays minier, finalement, c'est eux qui ont voté les périphéries, c'est eux qui ont voté pour le Leave. Et cette fracture, elle existe aussi en France, hein, puisque effectivement, donc on a Emmanuel Macron qui a été élu en 2017, et effectivement, Emmanuel Macron, on l'a parfois qualifié de président des riches, et aussi on pourrait le qualifier de président des métropoles et des régions qui fonctionnent plutôt pas trop mal. Et effectivement, nous, on n'a pas eu encore de choc populiste comme peut l'être le Brexit, comme peut l'être la même année les victoires de Donald Trump aux États-Unis. Mais par contre, effectivement, on a eu un choc extrêmement violent avec la crise des Gilets jaunes,
qui a bien montré effectivement que cette espèce de divorce entre France de métropole qui s'en sort pas trop mal et France des périphéries et des régions en difficulté, il existe. Il existe autant en France qu'en Angleterre et ça existe quasiment dans tous les pays. On pourrait même traverser l'Atlantique pour dire que ça existe aux États-Unis. Tous les pays d'Occident sont un peu confrontés à ça. Donc notre problématique, ça va être comment l'Union européenne et la République française parviennent-elles à se maintenir, à se développer face à une opinion publique fracturée. Donc ce sera ça notre objectif principal. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé par la partie sur l'Union européenne. Donc on va le faire en 2 temps. Donc on va d'abord faire l'Union européenne donc de 12 à 27, puisque c'est quand même l'enjeu, hein, c'est passé de 12 pays qui étaient unis qu'économiquement à une union de 27 qui sont unis politiquement. Et on va le faire en 2 temps, les défis de l'élargissement d'un côté et les défis de l'approfondissement de l'autre, puisque c'est ça un peu les dominantes qu'on a en Europe. Alors les défis de l'élargissement. Donc on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir en 1989. La fin de la guerre froide, elle a 2 conséquences immédiates en Europe. On a la réunification de l'Allemagne et le désir manifeste de l'Europe de l'Est d'intégrer la communauté européenne. Finalement, le désir de tous les pays d'Europe orientale, tous les pays d'Europe qui étaient sous la férule communiste, dès que le communisme s'est écroulé, de rejoindre au plus vite cette Union européenne, cette union de riches pays prospères qui avait permis aussi l'avancement de certains pays beaucoup plus pauvres de l'Europe du Sud un petit peu auparavant. Quelque part, finalement, l'Europe de l'Est, elle se disait que l'Europe, ça avait très bien réussi à des pays pauvres comme l'Espagne, le Portugal et l'Irlande ou la Grèce, et que finalement, pour eux, ce sera un petit peu pareil. Quelque part, la réunification allemande de 1990 est un peu le laboratoire des difficultés qu'il peut y avoir, en fait, aujourd'hui avec l'Europe. Puisqu'effectivement, on voit bien que même aujourd'hui, c'est l'objectif de la petite image que vous avez là, qui vous montre donc les différences entre les chiffres, par exemple, du chômage et de la croissance économique entre les Länder de l'Ouest, donc de l'ex-RFA, et les Länder de l'Est, de l'ex-RDA. Et on voit que les différences sont effectivement importantes, que ces régions de RDA, d'ex-RDA, elles sont beaucoup plus touchées par le chômage et les difficultés économiques. Et ça se ressent aussi sur l'appétence à la démocratie. C'est que dans les pays d'Europe de l'Est et en RDA, finalement la démocratie c'est très relatif, mis à part peut-être en République tchèque. Ce qui fait qu'effectivement, c'est pas la même histoire et la même envie de démocratie qu'il peut y avoir dans d'autres pays, dans les pays d'Europe de l'Ouest. Il n'y a pas les mêmes habitudes. Et finalement, les défis que rencontre l'Allemagne avec cette réunification, finalement, on pourrait l'élargir un peu à l'Europe en disant que la RFA, c'est un peu le miroir de l'Europe de l'Ouest, l'Europe des 12, ou des 15 plutôt. Et de l'autre côté, l'Europe de l'Est, c'est un peu le miroir de la République démocratique allemande. Alors, donc déjà, il faut bien avoir conscience que l'élargissement, en fait, il va mettre 10 ans à se concrétiser. La communauté, elle va donc devenir Union européenne. Ça, on le verra on le verra un petit peu plus tard, dans le B. Donc, communauté économique devient Union européenne, ce qui veut dire Union politique économique. Et en fait, cet élargissement, il s'est fait peu à peu, finalement. Donc, en 1995, elle intègre 3 pays, mais 3 pays d'Europe occidentale, l'Autriche, la Suède et la Finlande, qui ne posent pas particulièrement de problème. Mais le grand élargissement, il est surtout en 2004, puisque là, on intègre 8 nouveaux pays. Donc, jamais on avait intégré autant de pays en même temps. Et ces 8 nouveaux pays ont des caractéristiques communes, c'est que c'est tous les pays c'est les grands pays de l'ex-Europe de l'Est parmi les plus développés de l'époque. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie et les 3 pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie. Depuis cette date, l'élargissement il s'est ralenti. L'UE, elle a intégré la Roumanie et la Bulgarie en 2007 et la Croatie en 2016. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi finalement on reste à 27 malgré le départ du Royaume-Uni. On en a perdu un pour gagner un autre. Donc effectivement, ça a plutôt bien profité. Au début, il y avait une belle europhilie des pays d'Europe de l'Est. Vous le voyez avec ce défilé. Il y avait donc en Pologne, il y avait une adhésion majeure finalement donc des Européens de l'Est à ce développement, à cette idée d'intégrer l'Europe. Et quelque part, ça s'est retrouvé dans des bonnes performances économiques. Là, ce que vous avez, c'est le niveau de vie. Donc, c'est l'évolution du PIB par habitant. Donc, en 100, c'est la moyenne de l'Union européenne. Et là, on voit les Polonais qui étaient très très en dessous en 2003 et dont le PIB a quand même beaucoup progressé, même s'il reste quand même en dessous
de celui de la moyenne européenne, finalement, on voit qu'ils en ont profité, tout comme l'avaient fait les pays de l'Europe du Sud. Par contre, cette extension, elle pose en fait les questions de la limite de l'extension de l'Europe. C'est où qu'on arrête l'Europe? Et il n'y a aucun autre pays qui l'a posé aussi puissamment et aussi de manière aussi complexe que la Turquie. Là, vous avez une caricature sur la gauche qui reprend effectivement donc vous voyez un douanier européen qui demande aux Turcs si je commande en leur disant bah, vous pouvez rentrer en Europe mais il faut que vous passiez donc un véritable labyrinthe et que bah, si jamais vous ne reconnaissez pas le génocide arménien donc de 1915 qui est encore finalement un point de discorde avec l'Europe, bah, effectivement bah, vous retournez à la case départ. Et effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que bah, finalement, on a une limite de l'Europe qui est posée par la Turquie qui est assez forte et qu'on a retrouvé dans la petite affaire que vous avez à droite, à savoir l'espèce de petit scandale diplomatique, puisqu'on a eu deux personnalités européennes, un homme et une femme, donc Charles Michel et Ursula von der Leyen, qui sont donc les deux têtes actuelles donc, de l'Europe. La chef de la commission pour Ursula von der Leyen et le président temporaire du Conseil de l'Europe, puisque c'est une présidence tournante, donc le Premier ministre belge. Et en fait, le petit scandale, c'est que Erdogan, donc le ministre turc, le président turc, pardon, qui ne porte pas l'Europe dans son cœur, notamment depuis justement les refus constants de l'Europe d'intégrer la Turquie dans l'Union européenne, a donc donné un siège à lui-même et à Charles Michel et a laissé Ursula von der Leyen dehors finalement, quasiment de la pièce quoi. Elle a dû s'asseoir sur un canapé. Donc finalement en position un petit peu inférieure. Bon, le fait que ce soit une femme, d'ailleurs, ça plaît peut-être à une partie à son électorat qui est assez conservateur et assez peu regardante sur les droits des femmes. Et effectivement, on a les limites de l'Europe du côté de la Turquie, du côté des pays de l'ex-Yougoslavie, des pays des Balkans, même s'ils devraient intégrer dans peu de temps l'Europe, et on a aussi les limites du côté de la Russie. Ça s'est vu pas mal du côté de l'Ukraine, hein. Il y a toute une partie de l'ouest de l'Ukraine qui souhaiterait être intégrée à l'Europe, et l'Est, par contre, qui reste très fidèle à la Russie. Effectivement, c'est un peu des zones tampons entre une Russie qui est assez agressive avec l'Europe, et quelque part, finalement, quand on regarde, en Europe, on a clairement l'Europe avec la Turquie et avec la Russie. Il y a une sorte de relation de défiance, mais de dépendance, en fait. C'est des ensembles qui sont vraiment très dépendants les uns des autres, hein, pour tous les niveaux, que ce soit commercial, énergétique, diplomatique. Finalement, c'est des ensembles qui ne peuvent pas exister les uns sans les autres, quoi. Et par contre, on a effectivement on a aussi donc des phénomènes qui se retrouvent dans les pays d'Europe de l'Est, notamment qui ont lieu après la crise des migrants. Donc des phénomènes antidémocratiques qu'on va retrouver notamment en Pologne et en Hongrie, hein. Ça montre un peu les limites de l'implantation des valeurs des droits de l'homme dans des pays qui étaient peu habitués à l'immigration ou peu habitués à des styles de vie en dehors, on va dire, des héritages du catholicisme. Finalement, c'est quelque chose qui a pas mal fait parler en Pologne, hein. Après, c'est quasiment de la propagande, puisque dans les faits, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Il y a une partie du sud-est qui est plus rurale, plus éloignée des villes, qui a mis en place ce qu'ils appellent des zones anti-propagande LGBT, ce qui est quelque chose qui ressemble pas mal à ce que font les Russes à côté, qui vise effectivement à empêcher donc ce qui se passe d'après eux dans les pays européens de faire la promotion de l'homosexualité. Bon, en effet, ça se traduit souvent par une autorisation à la discrimination. Donc effectivement, on a en fait effectivement donc des difficultés pour l'Europe. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est ce que je disais, c'est qu'économiquement, malgré le décalage persistant entre certains pays, l'intégration européenne, elle a permis quand même à des pays en grande difficulté, d'abord en Europe de l'Ouest, donc c'est notamment l'Espagne, le Portugal, la Grèce, mais aussi l'Irlande, puis aussi aujourd'hui à ceux d'Europe de l'Est, de se développer, hein. Peu à peu, ils rattrapent leur retard sur le reste, sur les pays d'Europe occidentale, hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Toutefois, ces écarts, ils nourrissent des ressentiments en cas de crise, hein, parce que finalement, quand on voit la crise financière de 2008, celle des migrants de 2015 ou celle du Covid en 2020 où il y a eu les mêmes problèmes, c'est que quelque part, on a l'impression qu'un peu il y a finalement deux blocs, avec la France qui est un petit peu l'exception, qui reste comme souvent un peu au milieu, une Europe du Nord qui est riche
et stable. Donc ça va être l'Europe des pays scandinaves, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, qui accuse effectivement l'Europe du Sud, donc qui a été donc l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, mais aussi parfois les pays d'Europe de l'Est, finalement de profiter de leur prospérité pour finalement ne pas faire de réformes. Et finalement, c'est un peu la fable de la cigale et de la fourmi, hein. L'idée qu'effectivement les pays d'Europe du Nord seraient les fourmis qui économisent, qui sont rigoureux, et les pays d'Europe du Sud, les pays qui dépensent, etc. Donc effectivement, quelque part, ça aussi, hein, c'est que cette succession de crises, ça explique aussi finalement pourquoi ça a poussé finalement une majorité d'Anglais à quitter une Europe, hein, même si bon, les Anglais ils l'avaient jamais totalement intégré, ils n'ont jamais pris l'euro, il y a toujours eu des petites barrières, ils ont toujours vu l'Europe plutôt comme une sorte de champ ouvert à la concurrence économique plutôt que comme une union politique. Ça n'a jamais vraiment trop intéressé beaucoup d'Anglais qui voyaient plutôt une opportunité de faire des affaires, mais absolument pas un idéal politique. Alors, en dépit donc du rejet, hein, du Royaume-Uni, les négociations, en fait, elles ont montré la difficulté et les risques à sortir de l'institution, hein. C'est vrai que bon, on a bien vu que c'était quand même extrêmement compliqué pour les Anglais de sortir, et encore aujourd'hui, les conséquences, on ne les connaît pas encore. Et il y a quand même aujourd'hui des pays des Balkans, parce que vous avez donc finalement ici, hein, les pays en rose, la Bosnie-Herzégovine, Serbie, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Kosovo, qui demandent, hein, leur intégration en Europe, hein, ce qui montre bien que il y a quand même une envie d'Europe qui est encore forte dans les pays qui ne sont pas dedans. Donc effectivement, là, on verra bien ce que ça donne, mais l'Europe est dévouée sans doute soit à disparaître, soit à continuer à s'élargir. Par contre, elle ne va pas se priver d'une grande effort d'approfondissement. Là, la caricature que je vous ai mise, elle est très très connue, hein. C'est l'idée que l'Europe en 1957 et l'Europe en 2007, donc après la grande vague d'extension, fonctionnent malheureusement toujours de la même façon, avec l'idée que l'unanimité, c'est facile à trouver quand on a 6 pays qui ont le même niveau de vie et à peu près les mêmes priorités, et que ça devient beaucoup plus dur qu'on a à 27. Alors donc on remet les défis de l'approfondissement. Il faut bien avoir conscience que l'Europe, tout comme pour l'élargissement, ça allait un peu ensemble, elle a avancé très rapidement jusqu'au début des années 2000. En 1980, donc en 1993, vous avez eu le traité de Maastricht qui a transformé la communauté économique en union politique et douanière. C'est aussi le traité de Maastricht donc Maastricht M-A-2-A-S-T-R-I-C-H-T. Donc c'est une ville des Pays-Bas où a été donc signé le traité. Il a été adopté par référendum dans tous les pays européens, notamment en France. Et effectivement, ça a donné aussi des institutions qui ont un fort pouvoir législatif et judiciaire. C'est ce que vous avez sur l'image de droite. Je ne vais pas rentrer dans le détail et ça fait partie du problème, les institutions européennes sont extrêmement compliquées, puisque finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quelque part, on a deux organismes plutôt importants. C'est que l'Europe, elle a son propre parlement qui rassemble 700 députés, qui est donc à Strasbourg. Où ça, c'est un modèle de l'Union européenne finalement, c'est savoir que tous ces 700 députés, quel que soit leur pays, se rassemblent dans des groupes politiques qui leur ressemblent finalement. On va avoir des députés de droite français qui vont trouver des députés de droite polonais, des députés écologistes français qui vont se retrouver avec des députés écologistes allemands avec à peu près les mêmes idées. Et de l'autre côté, on a aussi la Commission européenne qui rassemble donc des commissaires européens nommés par les États, qui a des pouvoirs importants, notamment effectivement par rapport au niveau, notamment en termes de contrôle budgétaire. C'est cette commission d'ailleurs qui généralement est très critiquée. En fait, ces institutions, elles sont accusées d'une part d'être éloignées des préoccupations des simples citoyens, ce qui est une critique quasiment courante pour les politiques, et pour la Commission en particulier, elle est accusée de manquer de légitimité démocratique, puisque ces commissaires ont un grand pouvoir, mais qui sont nommés par les chefs d'État. Donc on pourrait dire que c'est les chefs d'État élus qui nomment les commissaires, mais quelque part il y a parfois l'impression d'un manque effectivement de contrôle direct des citoyens sur ces commissaires. Et effectivement, on a aussi le problème que ces institutions, comme elles souvent, elles les exigent encore, souvent pour fonctionner à l'unanimité des membres, c'est très difficile de trouver des compromis, quoi. Et effectivement, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est qu'on a eu un rejet par référendum, notamment en 2005 pour la France,
des constitutions donc visant à améliorer le fonctionnement de l'Europe, et une faible participation aux élections européennes, car rarement, vous voyez, depuis, à part les premières, on n'a quasiment jamais dépassé les 55%, ce qui montre bien que c'est faible en termes de participation. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour beaucoup d'autres pays. Donc effectivement, on voit une montée dans les opinions publiques d'un sentiment de ce qu'on appelle parfois l'euroscepticisme. Ça a été encouragé aussi par les négociations interminables qui ont lieu après la crise de 2008 ou celle des migrants en 2015. Alors par contre, il convient un petit peu de nuancer tout ça. C'est que, bon, comme je vous le disais, la zone euro, contrairement à ce que certains pensaient, elle n'a pas explosé après la crise de 2008. Les pays européens ont su faire preuve d'une relative solidarité vis-à-vis des pays les plus en difficulté, qui étaient l'Europe du Sud, avec des contreparties, et avec justement des contreparties qui sont parfois très mal passées dans des pays comme la Grèce. La crise des migrants, par contre, a laissé des cicatrices assez profondes, puisque ça a été aussi des crises, parce que là, finalement, ça a été des cicatrices finalement, entre les pays européens, entre les pays qui accueillaient les migrants, qui étaient en plus ceux de l'Europe du Sud, qui étaient justement déjà en difficulté économique et qui, en plus, par leur proximité avec la Méditerranée, devaient accueillir en plus des migrants et qui disaient que finalement les pays d'Europe du Nord manquaient singulièrement de solidarité. Et que de l'autre côté, ça a aussi quand même contribué à fracturer les opinions publiques. Le Brexit, il n'aurait sans doute pas gagné s'il n'y avait pas eu la crise des migrants en 2015 juste avant. L'idée étant que l'Union européenne, avec son espace de libre-échange, donc l'espace Schengen, finalement attire l'immigration. Et ce qu'on constate de plus en plus, c'est que finalement, on a en fait un décalage de plus en plus grand entre, et là je reviens à ce que je vous disais à propos d'Emmanuel Macron et du Brexit, en fait un décalage de plus en plus important avec les milieux favorisés qui ont profité considérablement de l'Union européenne, avec notamment parfois des gens qui sont maintenant adultes, qui ont fait une partie de leurs études en Europe, via le programme Erasmus notamment, qui ont pu rencontrer leurs conjoints et avoir des enfants qui sont binationaux, qui sont citoyens complètement européens, puisque issus de parents qui se sont rencontrés dans des programmes d'échange et qui sont issus de différents pays européens. Et aussi des gens qui travaillent à l'extérieur de leur pays de naissance sans aucune difficulté, en utilisant notamment l'anglais comme langue internationale. Et de l'autre côté, on a des milieux populaires où l'Europe semble très lointaine, et aussi comme plus une source de contraintes, de réglementation, que comme une chance. Et en plus, faut être honnête, c'est un peu le problème de beaucoup d'hommes politiques, en France, comme dans tous les pays, qui ont un peu joué le jeu assez facile du bouc émissaire en disant si on n'arrive pas à résoudre certains problèmes, c'est pas notre faute, c'est la faute de l'Europe. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. J'ai essayé d'être un petit peu rapide sur cette partie parce que c'est intéressant, mais je voulais pas non plus trop m'étendre inutilement et vous compliquer la vie. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt. Je referai une deuxième vidéo sur la France. Merci de m'avoir écouté pour cette longue vidéo. Merci. Et donc, bon courage et merci si vous êtes resté jusqu'au bout. Bonne journée.